Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition de dimanche sur les antennes de Numérica Télévision. Dimanche de sport, le tout-puissant Mazembe vient de battre FUS Rabat du Maroc sur le score d'1-0. C'était ce dimanche à Lubumbashi en match aller des demi-finales de la Coupe de la CAF. Le pasteur Joseph Olangi Ngoy et président de la fondation Olangi est décédé ce dimanche 1er octobre 2017 à Johannesburg en Afrique du Sud des suites d'une longue maladie. Et la deuxième partie de cette édition, vous le savez, sera consacrée à l'actualité de la semaine finissante. Page noire également, c'est ce dimanche que le corps de notre confrère Désiré Baéré a été sorti de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. La dépouille est exposée à bon marché. Nous y reviendrons tout à l'heure. Invité du journal, Constant Moutamba, il est président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Constant Moutamba, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, nous parlerons des consultations qui débutent ce lundi. Absolument. De la jeunesse congolaise. Ouais. Consultation initiée par la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, madame. On en parle tout à l'heure. Je le disais à l'instant même, demi-finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le tout-puissant Mazembe a battu FUS Rabat du Maroc ce dimanche. Score du match, 1-0, but signé Ben Malango. Dans le premier quart d'heure, la rencontre a eu lieu au stade tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Et puis, ouverture hier samedi de la session parlementaire de septembre dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une session essentiellement budgétaire. La rentrée parlementaire a eu lieu selon les réalités de chaque organe délibérant. À Kinshasa, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée sur fond de confusion, alors qu'à Kalemi, dans la province du Tanganyika, et à Chikapa, au Kasaï, on a assisté à des scènes, des bagarres entre députés provinciaux. C'est un ouvrage majeur que vient de publier la doyenne de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, intitulé du livre « Les obligations en droit civil ». L'étude du professeur Marie-Thérèse Kenge Ngomba Chilombai est un rappel aux parties ayant conclu un contrat de toute nature à respecter les obligations librement consenties et soutenues par une confiance réciproque et de la bonne foi. L'ouvrage de 400 pages a été présenté samedi dernier. Il est préfacé par le conseiller spécial du chef de l'État à la bonne gouvernance. Les détails avec Imani Tango. Les litiges que les instances judiciaires sont appelées à connaître ont pour soubassement en règle générale le non-respect des obligations librement consenties à l'origine. Ceci vaut aussi bien dans le droit des affaires, le droit de la famille, le droit de biens que dans le public ou international. Le traitement de modalités obligatoires est complexe. J'ai été baptisé, je ne vais pas te rebaptiser. Sois le soleil pour la science, pour la connaissance, la direction de la nation dans la vérité. L'ouvrage de droit civil et les obligations a deux parties. La première partie, ce sont les sources des obligations. La deuxième partie, régime général des obligations indépendamment de leurs sources. Dans la source des obligations, nous avons examiné les trois grandes sources que sont le contrat, le délit et quasi-délit et les quasi-contrats. Et nous avons démontré que la grande source des obligations au quotidien, c'est le contrat, parce que chaque personne aujourd'hui contracte. Chaque personne achète, c'est le contrat de vente. Chaque personne emprunte, c'est le contrat de prêt. L'ouvrage du professeur Marie-Thérèse Kengengomba Chilombai tente d'en démêler les chevaux indépendamment de sources des conflits. L'ouvrage sur les obligations, comme je l'ai dit, est un éclairage sur les notions essentielles de contrat. La nature, les sources, les effets et la répartition, je crois, de l'ouvrage a été bien présentée par le professeur Lutumba tout à l'heure. Page noire dans cette édition, le pasteur Joseph
Olangi Nkoy est président de la fondation Olangi, est décédé ce dimanche 1er octobre à Johannesburg en Afrique du Sud suite d'une longue maladie. Joseph Olangi est l'époux de Madame Elisabeth Olangi Wosho, plus connue sous le nom de Maman Olangi, avec qui il dirigeait le ministère chrétien du combat spirituel. Né le 4 août 1948 à Lodja, Joseph Olangi est détenteur d'un diplôme d'ingénieur civil, physicien de l'Université catholique de Louvain 1974. Il a été administrateur délégué, directeur général de BRIC International en 1996 et directeur du département organisation de contrôle à la SNEL en 1995. Le ministère chrétien combat spirituel tient le diable pour responsable de tous les maux de la société, dont la pauvreté, le chômage, la stérilité et le célibat. Le jeûne et la prière sont recommandés aux adeptes pour s'en délivrer. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et ce dimanche, sachez que la levée du corps de notre confrère Désiré Baïra a eu lieu en début d'après-midi à l'hôpital du Cinquantenaire, décédé le mercredi. C'est demain qu'il sera inhumé à la nécropole entre terre et ciel. Les images et commentaires à suivre dans notre édition de demain. Alors, avant de passer à la deuxième partie de notre journal, c'est-à-dire la partie rétrospective, je retrouve Constant Mutamba, président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, qui est une structure pour jeunes. Est-ce que, revenons d'abord aux fondamentaux. Constant Mutamba, NOJEC, quels sont les objectifs que vise votre structure? Écoutez, l'objectif majeur de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo consiste au renouvellement de la classe politique. Nous pensons que ce renouvellement doit passer par les usages et les visages. Et c'est pour ça que nous avons fédéré les différentes forces de la jeunesse pour parvenir à cet idéal. Nous avons malheureusement constaté que depuis 60, ce sont les mêmes visages qui tiennent en haleine la Respublica, alors qu'il appartient en réalité à toute la communauté congolaise, dont la majeure partie du reste est constituée de la jeunesse, de pouvoir davantage donner le meilleur de soi pour évidemment sortir la République du marasme socio-politique, économique, sécuritaire. Renouvellement de la classe politique, très bien, mais la jeunesse doit également composer avec ce qu'on dit chez nous, la sagesse. Parce que quand on a le cheveu gris, quand on a fait longtemps en politique, c'est en même temps de la sagesse. Donc vous ne venez pas faire la chasse aux sorcières. Pas du tout. Nous avons toujours voulu, évidemment, que les renouvellements passent par la participation de la jeunesse aux côtés, évidemment, des caciques que nous accusons d'être responsables du malheur du Congolais pour, évidemment, permettre à cette nouvelle génération d'acquérir assez d'expérience susceptible de lui permettre, évidemment, de facilement passer ou assumer la relève avec responsabilité. Et donc notre renouvellement que nous prenons ne consiste pas à faire tabula rasa, mais plutôt à appeler toutes ces vieilles depuis 60 qui pratiquement ont fait des carrières entières dans la gestion en choses publiques, à associer les jeunes montants que nous sommes dans la gestion de la chose publique. Ça veut dire que vous avez constaté qu'il y a des failles, vous avez constaté que certainement que rien ne marche en République démocratique du Congo depuis bien longtemps, mais un jeune averti, Constant Mutamba, doit être de quel bord politique aujourd'hui quand on regarde la situation de la République démocratique du Congo? J'aimerais que cette réponse soit vraiment une réponse franche qui vienne de vous. De quel bord politique ou de quel côté doit être un jeune Congolais conscient et soucieux de l'avenir de ce pays? Madame, j'ai dit que les caciques qui sont pourtant responsables du malheur du Congo
se retrouve bien dans l'opposition comme dans la majorité. Il y a des cas, par exemple, Kyungwa Mwanza, il a été avec Mobutu, il a été avec l'actuel président de la République Kabila, il a été. Et après, il a aussi fait l'opposition à Mobutu, ainsi de suite. Et donc, il en est de même de certains à la majorité présidentielle. C'est pas pour rien qu'à un certain moment, si le chef... je vous demanderai d'être équilibriste, très équilibré. Je suis si et vous je le reste. Dans l'opposition, citez-moi un cas dans la majorité présidentielle. Je le reste. Un classique dans la majorité présidentielle. Je ne suis pas malheureusement venu du haut de ce plateau pour pouvoir... si vous ne vous limitez qu'au cas de Kyungwa Mwanza, j'en arriverai à conclure que c'est un conflit, un intérêt personnel entre vous et Kyungwa Mwanza, parce que vous le citez nommément, et donc vous devez également citer un classique au sein de la majorité présidentielle. De qui avez-vous peur? Bref, je voudrais que vous me laissiez le temps de répondre vous avez tout le temps de toute façon. À vos questions pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre ce pourquoi je suis venu sur ces plateaux. Madame, j'étais en train de dire, si ma mémoire ne me trahit pas, bien sûr, que le renouvellement que nous voulons ne passe pas par l'opposition, moins encore par la majorité. Si le chef de l'État lui-même a eu à un certain moment à faire appel au renouvellement, c'est parce qu'il s'est rendu compte que la vieille classe politique a trahi et a déçu. Et c'est pour ça que nous, Nogec, nous avions pris le courage, madame, de casser... Vous parlez du président de la République, il est où, lui, casser... Il est entre la vieille et la nouvelle, au milieu, casser, c'est un jeune, madame. Okay. Le président de la République est un jeune. Et donc, je ne voudrais pas ici revenir sur ces débats. Et donc, madame, je disais... Il n'y a pas besoin de toucher, parce que c'est un jeune. Madame, laissez-moi répondre à vos questions pour permettre, en fait, à nos téléspectateurs... Vous avez tout le temps. Merci. Et donc, je disais qu'il est essentiel que nos téléspectateurs comprennent la démarche qui est la nôtre. La démarche qui consiste évidemment au renouvellement. Ce renouvellement n'est pas étiqueté, madame, de la majorité présidentielle, moins encore l'opposition. Nous voulons créer un nouvel ordre politique. Nous y avons cru, madame, en mettant en place la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Quoi que l'on dise, nous avons été capables d'arracher une ordonnance présidentielle sans passer par les partis classiques, madame. Je cite le PPRD, l'UDPS, etc. Ça veut simplement dire qu'il y a effectivement lieu de croire en une nouvelle voie, madame, en un nouveau chemin politique dans cette République. Si Nogec, à elle seule, a pu arracher une ordonnance présidentielle, parce que la lutte que nous avons toujours menée est celle qui consiste, évidemment, à faire participer l'actuelle génération politique à la gestion de la chose publique. L'actuelle génération ne pourra participer que par voie démocratique, ça veut dire que par voie des élections. Absolument, mais il ne faut pas oublier, absolument, c'est cela le vœu. Et mais c'est même pour ça que nous avons convoqué les consultations nationales de la jeunesse congolaise, madame. Voilà. C'est pour ça que nous avons voulu fédérer les jeunes, mais c'est pour ça que nous créons aujourd'hui une synergie d'énergie dans la jeunesse congolaise. C'est en fait pour que nous arrivions à mettre en place un large rassemblement électoral qui permettra à l'actuelle génération politique de rafler la majorité des sièges au sein des assemblées provinciales, l'Assemblée nationale. Ça veut dire que la nouvelle, vous annoncez demain le début des consultations. En effet. Consultations avec les jeunes. En effet. Mais quels jeunes? Ce sont d'abord les consultations nationales. Ça veut dire que ça tient compte. Ça tient compte de quoi? Ça tient compte. L'âge. Ça tient compte. Le physique. Ça tient compte, madame, de la représentativité nationale. Ça veut dire que nous avons invité, convié à ces assises les jeunes de tous bords, de toutes tendances, madame, de tous âges, parce que nous estimons que la jeunesse est un état d'esprit. Le renouvellement que nous prenons, madame, passe par aussi bien les âges que les usages.
vous comprenez? Il ne suffit pas simplement de renouveler, de changer un cacique de tel âge par un jeune de tel âge. Encore faudra-t-il, madame, que les usages changent. Quel est l'objectif? Et donc, l'objectif majeur que nous sommes en train de poursuivre dans ces consultations, c'est de donner un signal fort sur la possibilité pour l'actuelle génération, jeunesse, à se rassembler. Parce que jusqu'ici, l'image qui est donnée, c'est que nous jeunes, nous sommes éparpillés. Chacun se considère comme leader dans son petit terroir, dans son petit coin. Mais demain, madame, vous allez être surpris que c'est des figures emblématiques de la jeunesse qui ont finalement accepté de se transcender et de se réunir autour d'eux-mêmes pour réfléchir sur les questions de la République, madame, sur les questions de la jeunesse. Et je vais citer ici l'honorable Patrick Mouyaya, l'honorable Mounoubo, le président du parti Congo Positif, Dieudonné Nkishi, nous avons les Brandon Midagou, je cite ici le président Félix Momat de Oudjana, je cite ici Dadi Chiswaka, je cite José Kadima, je cite autant des leaders des jeunes de l'actuelle génération qui finalement ont décidé. Écoutez, je ne voudrais pas ici rentrer dans le débat de qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est pas pour ça que je suis là, madame. On en parle en profondeur tout à l'heure. La deuxième partie de cette édition, comme tous les dimanches, mesdames et messieurs, est consacrée à la rétrospective de l'actualité de la semaine. La rétrospective dans une sélection de Félix Ilunga, un montage assuré par Carlos Pacassa. Lundi, le mouvement de panique s'était reproduit dans la ville de Kinshasa suite à une rumeur faisant état d'une menace contre les écoles dans la partie est de la capitale. Beaucoup de parents n'avaient pas envoyé leurs enfants à l'école. Mais au centre-ville, la réalité était tout autre. Le collège Saint-Joseph-Elika avait ouvert ses portes le même jour. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale manifestaient. Les détails dans ce reportage. Une semaine après la menace contre les écoles, une rumeur allant dans ce sens s'est répétée ce lundi. Dans les communes périphériques comme Massina, les enseignants se sont retrouvés devant les pupitres quasiment vides. Bon, en réalité, nous sommes déjà dans notre lieu de service. Les élèves ne sont pas venus. C'est les parents qui ont gardé leurs enfants à la maison. Nous avons nos regards tournés vers le gouvernement pour qu'il puisse agir. Nous voulons voir les autorités sortir à la télé et nous dire ce que nous devons faire. Parce que nous sommes un peu perdus maintenant. Les enseignants sont toujours dehors, ils ne veulent pas travailler. Bien sûr que oui, nous demandons aux parents d'emmener les enfants à l'école. Mais s'ils ne viennent et ils n'étudient pas, nous, les représentants du gouvernement dans les écoles, ne sommes pas des gendarmes. Nous ne pouvons pas arrêter les enseignants et les mettre en classe de force. Mais au centre-ville, les leçons ont été dispensées comme d'ordinaire. Oui, nous avons étudié. Mon père m'a dit on a dit que les élèves de primaire ne partent pas. Il m'a dit que moi je peux partir parce que nous on étudie loin. Non, j'avais pas eu peur. Le matin quand on partait à l'école, on a vu quand même il y avait des gens qui partaient à l'école. Et après mon père a dit non, partez à l'école. Je suis partie, mais on disait dans notre avenir qu'il y aura des désordres, mais moi je n'ai pas cru. Pas eu peur de venir parce que moi je ne crois pas aux rumeurs trop avant comme ça. Moi je peux leur dire de venir parce qu'on va toujours gagner notre vie, on va devenir de grandes personnes par rapport à étudier. On va devenir de grandes personnes et il faut toujours étudier pour être une grande personne. Il ne faut pas avoir peur, il faut rester là, croiser les bras et rester unis. Le même jour, la tension était montée à l'Université pédagogique nationale suite à une manifestation des étudiants qui protestaient contre le début partiel de la deuxième session sans la publication des résultats de la première. Le mouvement a été vite dispersé par la police à coups de gaz lacrymogène. Mardi, le Conseil national de l'ordre de médecins élisait un nouveau comité directeur au terme du 4e congrès ordinaire de l'ordre des pharmaciens qui avait ouvert ses portes mardi à Kinshasa. Les assises avaient pour thème couverture sanitaire universelle et exercice de la pharmacie en République démocratique du Congo. Mardi, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a eu une nouvelle équipe dirigée par Faustin Mukendi Kabeya, élu à l'issue du 4e congrès
de professionnels de médicaments. La rencontre a ouvert ses portes mardi sous le thème « Couverture sanitaire universelle et exercice de la pharmacie en République démocratique du Congo ». Ces assises visaient à assurer le bon fonctionnement de l'organisation. Les travaux ont connu une perturbation et même un changement de lieu. À la base, les querelles internes entre les membres des comités sortants et entrants. Le 4e congrès a coïncidé avec le jubilé d'argent du Conseil national de l'ordre de pharmaciens. La population devait retenir que de plus en plus des facultés de pharmacie s'ouvrent dans les universités dans notre pays et que l'ordre de pharmaciens a comme mission de veiller à ce que le pharmacien soit bien formé, que le pharmacien dans sa vie professionnelle se comporte correctement pour préserver la santé publique. D'où le 4e congrès de l'ordre des pharmaciens s'est penché sur la formation des nouveaux pharmaciens dans les universités qui s'ouvrent à travers le pays. Nous avons pris la résolution de veiller à ce que le nombre d'heures de cours théoriques soit bien observé, le nombre d'heures de travaux pratiques soit bien observé et le nombre d'heures de stage professionnel soit bien observé, et tout cela pour que le pharmacien formé et inscrit au tableau de l'ordre puisse exercer dans l'observance stricte des règles de déontologie et qui soit le vrai spécialiste de médicaments que la population attend pour être prise en charge, du moins pour les soins pharmaceutiques. Mercredi, c'était en quelque sorte la réponse de la MONUSCO à l'exigence du chef de l'État, Joseph Kabila, lors de son adresse à la tribune des Nations Unies sur la nécessité du départ ou la réduction de l'effectif de la mission onusienne en République démocratique du Congo. L'institution a annoncé qu'elle fermera ses portes lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU estimera que son mandat a été accompli. Reportage. À la tribune des Nations Unies, à marge de la 72e session ordinaire de l'organisation, le chef de l'État congolais avait annoncé la mission onusienne présente au pays il y a 20 ans. Pour Joseph Kabila, il est plus que temps de tirer des leçons des faiblesses dans le fonctionnement de la MONUSCO. Face à l'exigence du président de la République, la porte-parole de l'instance onusienne a levé l'équivoque. Les Nations Unies ont demandé au gouvernement et aux acteurs politiques congolais à s'engager fermement dans la mise en œuvre effective et à temps de l'accord politique du 31 décembre 2016. Donc nous réaffirmons le rôle central de la mise en œuvre effective et à temps de l'accord du 31 politique du 31 décembre. C'est ce qui nous est demandé par la résolution 2348 et c'est ce qui reste notre feuille de route. Alors Constant Moutamba, finalement c'est une sorte de réplique à la demande du président de la République. Ça veut dire que la MONUSCO fait la tête dure. Non mais écoutez, la MONUSCO est ici sur la base de la volonté de l'État congolais, parce que le droit international est un droit volontariste, madame, je dois le rappeler. Et donc rien ne peut être imposé à un État sans son vouloir. Et c'est à partir du moment où cet État estime ou considère que les priorités pour lesquelles il avait sollicité éventuellement une intervention de la communauté internationale cesse d'exister, qu'il a la latitude de pouvoir résilier ce partenariat. Et pour le cas de la MONUSCO, il est plutôt question d'imaginer une formule pour penser à un retrait progressif. C'est naturel, parce qu'en réalité, la MONUSCO n'est pas une institution permanente inhérente à la République démocratique du Congo. Donc elle finira par quitter. Mais il faut voir aussi l'opportunité, le moment où l'on demande à la MONUSCO de faire ses valises, il n'appartient pas. De quitter la RDC, période pré- et post-électorale, toujours entachée de quelques troubles, on va dire, pas de quelques mais des troubles. Et donc la présence de la MONUSCO peut également contribuer à remettre de l'ordre et finalement à protéger les populations et les populations civiles. L'opportunité, madame, puisque c'est de là qu'il s'agit.
En fait, c'est une question subjective qui dépend de la personne qui prend l'initiative, de l'action. Et donc, c'est à elle que revient la responsabilité de définir ce qu'il ou elle entend par opportunité. Et in casu specie, évidemment, la République démocratique du Congo estime qu'il n'est plus normal de continuer à garder des effectifs aussi gigantesques, aussi éléphantesques que ceux des éléments de la MONUSCO sur le sol congolais. Pour autant que, bien sûr, c'est de milliards de dollars, madame, qui sont ponctionnés indirectement sur la République démocratique du Congo, parce que, je dois rappeler qu'un État étranger n'a aucun intérêt à dépenser des millions et des milliards de dollars pour des citoyens qui ne relèvent pas en réalité de sa responsabilité. Et donc, c'est au regard de cela que moi, j'estime qu'il est de bon aloi pour un État de pouvoir affirmer sa souveraineté en demandant à la MONUSCO d'envisager déjà son retrait, le retrait progressif de ces éléments. Et donc, il ne s'agit pas d'un bras de fer. La réponse de la MONUSCO est donc inopportune et inappropriée, madame. Il ne lui appartient pas de donner des leçons de morale sur l'opportunité à la République démocratique du Congo, pour autant que la sécurité et la défense du territoire congolais relève, madame, de la souveraineté de l'État congolais. Ça, c'est de un. De deux, cela relève aussi bien de nos forces armées ainsi que de la police nationale congolaise. Mais ce n'est pas pour rien que les tumultes qu'il y a eu, notamment à Uvira et à Kasongo, mais ce sont nos vaillants FARDC qui ont été encore aux avant-postes pour pouvoir sacrifier de leur vie pour préserver l'intégrité de cette partie de notre territoire national. Le forum des commissions électorales des pays membres de la SADC clôturait sa 19e conférence générale annuelle à Kinshasa jeudi. Les délégués réfléchissaient autour de l'indépendance des organes de gestion des élections dans la région de la SADC, meilleures pratiques et défis. Quelques recommandations ont été formulées au terme de cette rencontre. Le forum avait exigé à la CENI RDC la publication du calendrier électoral le plus tôt possible. Indépendance des commissions de gestion des élections dans la région de la SADC, meilleures pratiques et défis. La problématique a fait l'objet de réflexions et débats entre délégués des pays membres de cette organisation dans la capitale congolaise. Le choix de Kinshasa pour abriter la 19e conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales de la SADC est à la fois une marque de confiance et de solidarité des commissions électorales seules envers notre pays, mais aussi de leur volonté claire d'accompagner son processus électoral. C'est dont nous les remercions vivement. Le thème choisi, indépendance des organes de gestion des élections dans la région de la SADC, meilleures pratiques et défis. Ce thème est une interpellation pour nous tous. Dans la déclaration finale de la 19e conférence générale annuelle, le Forum des commissions électorales a invité la CENI à publier rapidement le calendrier électoral afin de déterminer la suite des opérations. Les présidents de ces organes se sont engagés à rester aux côtés de la CENI, République démocratique du Congo, dans le but de lui fournir un appui technique. Les délégués ont également plaidé pour la tenue des scrutins en République démocratique du Congo, gage d'une paix durable qui mène au développement dans l'espace de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Constant Moutamba, septembre terminé, 30 septembre, pas de calendrier électoral. Ça veut dire que tout espoir d'organiser les élections cette année s'envole. Et pourquoi l'espoir doit s'envoler? Quand vous faites le calcul, il faut appeler le corps électoral 3 mois avant l'organisation des élections, etc. Vous vous rendez à l'évidence que le Kasaï, enrôlement pas terminé. Alors, il ne reste plus qu'à annoncer publiquement et officiellement, solennellement, la non-tenue des élections cette année. Je ne suis pas malheureusement porte-parole de la CENI pour pouvoir anticiper
sur ce que sera sa position. Mais quelle est la conclusion que Nogec le calendrier électoral? Quelle est la proposition? Quelle est l'analyse de Nogec par rapport à cette question de la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016? Madame, si vous voulez savoir la position de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo sur le calendrier électoral, nous avons participé aux travaux d'évaluation tripartite du processus électoral à Kananga et nous avons formulé des recommandations précises à la CENI, quitte à elle de nous présenter un calendrier qui soit le plus réaliste possible. Et cela avait été évidemment encaissé par la CENI et nous restons en attente de ce calendrier électoral réaliste dans l'espoir qui tienne compte évidemment des prescrits de l'accord du 31 décembre 2016. Ok, des élections selon vous, selon l'accord du 31 décembre, donc pour la Nogec, vous attendez la convocation ou la tenue des élections cette année? Je dis, madame, nous, Nogec, nous avons été partie prenante à l'accord du 31 décembre 2016. Nous l'avons accompagné et nous continuons à l'accompagner. Je pense que dans cet accord, il est prévu des délais non contraignants, ça il faut le rappeler. Non contraignants. Non contraignantes, qui avaient été proposés par les parties prenantes en vue évidemment de l'organisation des élections. Et aujourd'hui, il se fait malheureusement qu'il y a un organe qui est chargé de l'organisation des élections. Et cet organe s'appelle CENI. Il lui appartient donc de nous présenter sur cette base-là un calendrier électoral qui tienne compte des réalités sociopolitiques. Mais la CENI qui a cédé à une partie de son indépendance à la tripartite. Parce que la CENI ne décidera pas seule, unilatéralement. Ça sera une décision qui sera prise par la tripartite CENI, gouvernement et SENSA pour évaluer le processus électoral et en définir finalement la suite. C'est ce que je suis en train de dire, que nous avons évalué effectivement le processus électoral et nous avons formulé les recommandations précises à la CENI. Et donc, dans les jours à venir, nous avons entendu par la voix des ondes que le Premier ministre déclarait que la CENI devait publier dans les jours à venir un calendrier qui soit réaliste. Nous l'attendons aussi. Et seulement, je voudrais en appeler à une conscience patriotique. Il ne faudrait pas que nous puissions sacrifier la République pour des intérêts égoïstes des uns tout comme des autres. Et l'idéal, c'est d'avoir des élections qui nous permettent en réalité de passer d'un cap à un autre. Ça veut dire d'atteindre l'émergence. Il ne sert à rien en ce moment de pérorer autour d'une quelconque probable transition des ceci ou de cela. L'idéal pour nous, Nogec, consiste à effectivement voir la République progresser. Faut-il à tout prix aller sur cette voie de la démocratie à l'occidentale? C'est encore une question, madame. Est-ce que l'émergence... C'est quoi la démocratie à l'occidentale? Je veux dire donc, est-ce que l'émergence où vous avez des partis politiques sans démocratie, mais qui exigent de la démocratie au sommet, en fait, où vous avez des foyers sans démocratie, sans culture démocratique, mais qui exigent de la démocratie au sommet, où les citoyens ont un focus sur une seule élection, ça veut dire élection présidentielle, pensant que si on changeait des conducteurs, automatiquement les véhicules, au-delà des pannes qu'il y a, va démarrer. Et donc, il est essentiel, et c'est pour ça que nous organisons ces consultations, de penser à un vrai modèle de démocratie adapté, approprié pour l'Afrique. Pas seulement pour la RDC, mais pour l'Afrique, madame. Nous sommes scientifiques. Et je veux dire ici qu'il revient, et il est de notre responsabilité, de sortir la masse de la phase d'irréflexion dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Et donc la fixation, madame, qui est faite aujourd'hui sur les élections, moi, ça me fait peur.
Je reviens à vous tout à l'heure. Vendredi, comme vous le savez, sur les antennes de Numérica Télévision, le programme de santé de la reproduction lançait les activités commémoratives de la Journée internationale de la contraception en République démocratique du Congo. La journée a été célébrée le 26 septembre à travers le monde entier. La campagne vise la sensibilisation de la population à la nécessité d'utiliser les méthodes contraceptives. Contraception, le sujet semble un tabou dans la plupart des milieux en République démocratique du Congo. Beaucoup ne maîtrisent même pas les différentes méthodes contraceptives. Aucune de ces méthodes. Je n'ai jamais utilisé aucune de ces méthodes. Aucune. Bon, d'habitude, j'utilise les préservatifs, mais ça, pour éviter des grossesses non désirées. Moi je préfère plus utiliser le préservatif. Voilà. Mesurant l'apport considérable des méthodes contraceptives, la division de planification familiale du Programme national de santé de la reproduction s'emploie régulièrement à sensibiliser et vulgariser ces méthodes. Il y a plusieurs méthodes, il y a toute une gamme. Nous avons des méthodes buvables, comme des comprimés, qu'on appelle communément des pilules. Nous avons des méthodes injectables. Il y a des dépôts Provera actuellement. Nous avons même d'autres méthodes, telles que les Sayana Press. Nous avons aussi des méthodes barrières. Entre autres, il y a les préservatifs. Et puis, il y a le dispositif intra-utérin qu'on met au niveau de l'utérus. Et ça joue le rôle de barrière. Voilà, il y a aussi des méthodes hormonales, des méthodes hormonales implantables, parce que les pilules aussi sont hormonales implantables, comme les implants qu'on met sous la peau, au niveau des bras des femmes. Il y a des implants de 3 ans, de 5 ans, voilà. La journée internationale de la contraception est célébrée le 26 septembre à travers le monde, mais Kinshasa a lancé officiellement les activités relatives à cette journée vendredi. Elles ont été précédées d'une campagne de sensibilisation motorisée la veille. L'enjeu consiste à sensibiliser la population à l'utilisation des méthodes contraceptives pour éviter des grossesses non désirées et baisser ainsi la courbe de mortalité de mère à enfant. En séjour en République démocratique du Congo, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a bouclé samedi sa mission en RDC. Représentants de la classe politique, acteurs de la société civile et des diplomates en poste en République démocratique du Congo l'ont rencontré. Le diplomate tchadien a rencontré presque tout le monde. Il a entendu ceux qui vivent les réalités congolaises au quotidien en vue de se faire une idée exact et user de tout son talent de diplomate pour participer à la résolution de la crise congolaise. Samedi, Kinshasa se trouve à la croisée de chemin. Une crise inédite sévit dans le pays. Dans le cadre de la recherche des pistes de sortie de cette impasse politique, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en visite officielle, a fait le tour du propriétaire des institutions ainsi que de parties prenantes. Il a rencontré en premier lieu le président de la République, Joseph Kabila. Ensuite, il a échangé avec les présidents de 2 chambres du Parlement, Aubin Minakou et Léon Kengo Adondo. Moussa Faki a également pris langue avec le bureau du Conseil national de suivi de l'accord, la CENCO, les opposants ainsi que les membres du gouvernement issus de l'opposition. Sur la table, la crise politique et la recherche des voies et moyens pour sortir le pays de la crise. Nous avons été reçus par le président de l'Union africaine. La consultation était conjointe. Il est ici pour écouter aussi bien les membres de la majorité que ceux de l'opposition que nous sommes. C'est par rapport à l'accord de Saint-Sylvestre et à son application. Nous avons échangé avec lui et les échanges ont été effectués. Nous lui avons expliqué le contexte de l'accord et comment il est mis en application.
Nous avons également envisagé l'avenir et en cela, c'est essentiellement la question de la consultation qui devra avoir lieu dans les jours à venir entre la commission électorale indépendante, le CENSA et le gouvernement pour évaluer le niveau d'application de l'accord, et à cela sera suivi, si vous voulez, il sera suivi la publication du calendrier. Ce qui est important, nous sommes venus, comme il a dit, expliquer comment les dialogues, c'est-à-dire nous avons signé l'arrangement particulier, nous avons signé l'accord du 31 décembre et voir comment ça évolue. Nous avons tout parlé, ils ont parlé de la situation de l'enrôlement, parce que maintenant nous venons aussi, nous étions partis au Grand Kasaï, on a vu ce qui se passe, ça continue et bientôt ça va être, après les 3 mois, ça va se terminer au Grand Kasaï. Et dès qu'on aura fini, nous au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, on attend les lois essentielles et on va aller de l'avant. La première visite du président de la Commission de l'Union africaine intervient à moins de 3 mois de la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2017. En effet, la CENCO a appelé au respect de ces pactes qui restent, selon l'épiscopat congolais, l'unique voie de sortie de crise. Constant Moutamba, président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Demain, la NOGEC débute donc les consultations. Ça se déroulera où, ces consultations? Pour combien de temps? Madame, les consultations nationales de la jeunesse congolaise, qui est une initiative au départ portée par la NOGEC et par la suite portée par les autres leaders des jeunes, vont débuter demain. C'est ces leaders que vous avez reçu mandat? Absolument, absolument madame. Et donc ça va commencer demain au centre Bethany de Kinshasa. Déjà, je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues de l'intérieur du pays, du Bas-Congo, de la Chopo, de Lualaba, du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental. C'est pour 3 jours, madame. Ça commence le 2. 3 journées, vous arriverez à consulter toutes les structures des jeunes. Avec Kinshasa n'est pas la RDC, pourquoi ne pas prendre l'avion, aller dans le Kasaï par exemple, à Lualaba, dans le Tanganyika, à Kenge? Nous avons effectivement commencé par les pré-consultations, madame. Comme je viens de vous le dire, et ces consultations, nous les avons faites à l'intérieur du pays. Ce n'est pas des consultations des trop, finalement. C'est sur base de... Non, mais c'en est une, madame. Je crois que c'en est une parce que depuis lors, on n'a pas connu ce format de consultation que nous sommes en train d'organiser demain. Qui finance? Parce qu'il faut un budget. Il faut payer des billets d'avion, payer l'hôtel, la restauration, etc. Je remercie, tout ça là, c'est qui finance ici, je cette remercie certains gouverneurs de province qui ont pris en charge effectivement leur délégation. Je remercie également des leaders. Les gouverneurs de province qui sont pour la plupart membres de la majorité présidentielle. Bon, écoutez, ici, il n'est pas question de majorité opposition. Ici, il est question de parler République, de parler jeunesse. Et donc, si c'est X qui se qualifierait de l'opposition radicale, contribuerait, nous prendrions sa contribution et nous citerions son nom ici. Bref, j'étais en train de dire que je remercie tous les leaders, évidemment, gouverneurs, leaders, tous ceux et celles des jeunes qui se sont même pris en charge eux-mêmes. Donc ça commence demain déjà à 8 h. Les personnalités politiques de marque, en l'occurrence Patrick Mouyaya et autres, Dieudonné Nkechi, ils vont ouvrir le bal. Et après, les présidents des étudiants vont suivre les délégations des confessions religieuses, des musiciens. Il y a Fabregas, il y a... Vous ferez quoi de ces consultations? Les autres. En fait, des recommandations nous allons compiler des recommandations que nous déposerons évidemment à qui de droit.
Et par la suite, nous mettrons en place un large rassemblement. Le ministre de la Jeunesse. Nous mettrons en place un large rassemblement. Tout dépendra de la nature de recommandation. Il ne m'appartient pas ici de pouvoir ergoter là-dessus. Nous attendons des pieds fermes la nature et ce que seront ces recommandations pour pouvoir en définir la personne qui pourra éventuellement être considérée comme acquis de droit. Par la tenue des élections, Constant Moutamba, pourquoi tourner autour du pot? Pourquoi organiser des consultations alors que la jeunesse n'attend que la convocation du corps électoral, la tenue des élections pour se choisir des nouveaux dirigeants, des consultations pour aboutir à quoi encore? Élection. Élection, ça suppose électeur. Électeur, ça suppose population. Population, ça suppose jeunesse. Et donc, c'est la jeunesse qui va en fait voter. Les élections à venir sont un défi et un enjeu majeur pour l'actuelle génération. Pourquoi? Parce que la jeunesse constitue en fait plus ou moins 70% de la population congolaise. Il est essentiel que cette jeunesse soit associée, madame, en amont. Avant même que nous puissions organiser ces élections, les jeunes eux-mêmes doivent réfléchir pour éviter effectivement de se faire passer pour de marche-pied. Mais c'est pour ça que je pense que les consultés vont effectivement proposer, entre autres comme solution, mettre en place un large rassemblement, lancer une campagne genre jeune, je vote jeune, etc. Et donc bref, ça commence demain. Ces consultations vont se faire autour des jeunes. Des jeunes participer, et autour même des jeunes. Les jeunes de l'UDPS, les jeunes de l'UNC. Ils seront là. Sinon autrement, ça sera vu comme un club d'amis qui se rassemble justement pour faire voilà, de la fantaisie et en même temps je peux vous rassurer, madame, je peux vous rassurer qu'aucun sou de la République n'a été dépensé pour ces consultations. Je peux encore vous rassurer que 90%, absolument 90% de ressources affectées à ces consultations prises en charge par la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Merci beaucoup d'être venu commenter l'actualité avec nous. Donc demain, vous commencez les consultations. Ainsi, il y a Numérica qui a été retenu comme chaîne qui va couvrir en fait ces consultations. Félix Ilunga, il sera certainement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition de dimanche sur les antennes de Numérica Télévision. Je vous retrouve demain lundi à 21 h dans le cadre du magazine Noticias. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir et à demain.